Chers amis, merci à tous d'être présents. Vous êtes sur Industrial Growth, le seul podcast entièrement dédié à la croissance des PME industrielles. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christian Bruyère de la société Mobion. Bienvenue Christian. Merci Karim. Christian, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Eh bien, je suis donc Christian Bruyère, je travaille pour Mobion. Mobion est une PMI, comme il n'y en a plus beaucoup, une petite, moyenne entreprise de l'industrie. On est un constructeur de scooters électriques. On a la particularité de faire ces scooters électriques de manière intégralement circulaire, c'est-à-dire qu'on fait, comme on l'appelle, de la pérennité programmée circulaire, c'est-à-dire qu'on a conçu ce scooter autour du design for disassembly, c'est-à-dire de l'éco-conception démontable, pour pouvoir le réparer plus facilement, le reconditionner pour certains des sous-ensembles ou des composants, ou carrément le remanufacturer, c'est-à-dire pouvoir réemployer des composants qui ont des durées de vie très longues, comme les aimants permanents, les bobinages en cuir, on pourra en reparler tout à l'heure. Il y a sur un scooter électrique, il y a énormément de composants qui ont des durées très longues, et puis à contrario, il y a des composants qui ont des durées très courtes. Et aujourd'hui, l'industrie linéaire auquel on est confronté tous, on a tous eu ce sujet d'une machine à laver qu'on met à la décharge, alors qu'il y a juste une petite pièce qu'on ne trouve plus, qu'on ne peut pas changer parce que le système est serti et c'est pas démontable, ou ça a été mis dans de la résine ou collé, enfin bref, le réparateur vous dit c'est plus cher de la réparer que d'en changer. Bah, nous, on a décidé d'arrêter ça. Et donc, pour y arriver, on a fait cette éco-conception démontable. Et puis, on a été obligé de passer par la case économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est-à-dire imaginer un modèle de vente à l'usage qui soit juste, c'est-à-dire on ne peut pas louer un scooter le même prix à quelqu'un qui va l'utiliser 12 à 15 heures par jour, comme les livreurs de restauration livrée ou les livreurs de marchandises, et quelqu'un qui en fait un usage très domestique, puisqu'il va juste l'utiliser pour aller travailler et revenir le soir. Donc on a des offres qui vont de 49,80 € TTC par mois jusqu'à au-delà de 100 € hors taxe pour les professionnels de la livraison. D'accord. Et juste pour terminer, excuse-moi, l'ensemble de notre modèle est vraiment basé sur les fondements de l'économie circulaire, c'est-à-dire réduire au maximum les matières premières dont on a besoin, les réemployer le plus longtemps possible pour améliorer la durabilité, donc le modèle économique, et enfin recycler, mais seulement en toute fin, parce que chez nous, on considère le recyclage comme un aveu d'échec à la conception. Si on recycle, c'est qu'on n'a pas trouvé de solution pour faire durer plus longtemps. Et donc, on n'est pas content. Chez nous, économiquement, on trouve que le recyclage est une très mauvaise solution parce qu'on détruit la forme de la matière. Et aujourd'hui, les énergies grises sont très coûteuses. Donc, on essaye d'éviter le recyclage au maximum. Mais évidemment, le recyclage, c'est mieux que de jeter. Donc, il n'y a pas de doute. On préfère recycler que d'enfouir. Mais quand même, pour nous, le recyclage, ce n'est pas une solution. Ok. Très clair pour moi. Est-ce que tu peux te présenter? Peut-être parce que tu as présenté un peu. Oui, j'avais compris la question comme ça. Donc, j'ai 56 ans. Je suis né en 67. Je suis l'heureux papa de 4 enfants, 3 filles, 3 garçons et une fille, pardon. La fille étant la dernière. Je vis aujourd'hui dans l'Aisne, mais j'ai vécu dans des tas de pays différents parce que j'ai eu la chance de faire une première partie de ma carrière dans le tourisme, dans l'hôtellerie. Donc ça m'a amené à beaucoup voyager, ce qui m'a permis de voir beaucoup de choses différentes. Et puis j'ai eu la grande chance de rencontrer Sébastien Forest, le fondateur d'Alloresto, à une époque où il était en train de fermer Alloresto. Et je lui ai dit non, on va continuer ensemble. Et on a développé Alloresto pendant presque 15 ans. Et on l'a revendu à Just Eat. Moi, je suis sorti intégralement en 2014, moment où j'ai commencé à investir
dans cette aventure Mobion qui s'appelait Cruiser au départ et qui a changé de nom en 2016. D'accord, ok. Pérennité programmée, donc tu nous as expliqué un petit peu ce que c'est. C'est quoi un peu les difficultés que tu as rencontrées pour déployer un peu ce modèle? Oh, bah, les difficultés sont toujours les mêmes quand tu es un entrepreneur. Je parlais d'Alloresto il y a 2 minutes. Quand au début des années 2000, on allait voir des banquiers ou même des restaurateurs ou des investisseurs et qu'on leur disait nous, on cherche à prendre des commandes de restauration livrées sur Internet, puis on va les faire payer par carte bleue sur Internet ou par PayPal. C'était le tout début à l'époque. Les gens riaient. Ils disaient, non mais comment pouvez-vous imaginer qu'on va commander de la nourriture sur Internet ou même payer en ligne? Donc les problèmes sont toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une très grande résistance au changement. Et donc, dès qu'on propose un nouveau modèle, il y a beaucoup de défiance et même de critique. Je ne sais plus de qui est cette citation. On l'approprie à Gandhi, mais je ne crois pas que ce soit vrai. On dit que quand un projet est très innovant, au départ, il est ridicule, puis il est dangereux, puis enfin il est évident. Je sais qu'Idriss Aberkan utilise cette formule. Et moi, j'ai vécu ça, oui. Au départ, c'est ridicule, puis ensuite, c'est dangereux, puis enfin, c'est évident. Et là, on est dans la phase, on est entre ridicule et dangereux. D'accord. Dangereux pourquoi? Bon, ben, dangereux parce que c'est pas neuf, puisque nous, on fait du réemploi. Donc, quand on réemploie des aimants permanents, ça paraît aberrant pour certains, mais aujourd'hui, les aimants permanents, c'est une ressource qui est de plus en plus rare, parce qu'il y a beaucoup de terres rares dans les aimants, et on les colle à l'intérieur de moteurs, de trottinettes ou de vélos, donc ils sont irrécupérables, et on nous dit qu'on va les recycler. Or, c'est totalement faux, parce que faut savoir qu'un aimant, quand il est broyé, en fait, il perd toutes ses propriétés, parce que il est protégé de l'oxygène par un système de revêtement de surface. Et donc, quand on le broie, en fait, on est incapable de récupérer quoi que ce soit de l'aimant. Et souvent, il est broyé avec de l'aluminium, de l'acier, du cuivre, des composants électroniques, des roulements, donc de l'inox. Enfin bref, c'est une aberration absolument colossale. Alors qu'un aimant, son nom, c'est un aimant permanent. Et c'est pareil pour le cuivre du moteur. Le cuivre du moteur, il a une durée de vie quasi éternelle. Moi, je connais des agriculteurs. J'en ai vu un il n'y a pas encore très longtemps, 70 ans, son fils a repris, son petit-fils pense à reprendre. Et on était en train de parler des moteurs, justement, on était dans une étable où il y avait un moteur pour broyer le grain. Il me disait, celui-là, je ne sais même pas si c'est mon grand-père ou mon arrière-grand-père qui l'a installé, il tourne toujours le moteur. Ils ont changé les roulements, ils ont changé les balais, mais et donc le cuivre n'est pas ni neuf ni vieux, il est juste conforme ou pas conforme. Donc nous, on se défend de cette vision du neuf qui, pour nous, n'a aucun sens. Il faut que le matériau ou le composant soit conforme. Et s'il est conforme, on peut l'utiliser. Aujourd'hui, comment tu as eu cette prise de conscience, toi, comment tu as pris conscience de tout ça et c'est quoi la genèse un peu du projet? Alors, tout le monde pense que c'est écologique, mais en fait, c'est pas du tout écologique, même si je suis un écolo de la première heure. Chez Alloresto, on essayait d'économiser au maximum le papier, parce que les restaurants de restauration livrée distribuaient beaucoup de flyers dans les boîtes aux lettres, et c'était, je crois, 700 flyers pour une commande, donc c'était aberrant. Et donc l'Internet a permis d'économiser ça, mais on sait bien que finalement le numérique a sa pollution lui aussi. Donc c'est pas tellement de ce point de vue-là, même si au départ il y avait de ça, c'est plutôt le côté économique, parce que quand on fait l'analyse de cycle de vie de Mobion, vous savez, la CV, c'est le bilan de carbone multicritère qui prend en compte les 17 ODD. On se rend compte que l'impact d'un scooter Mobion, donc, qui est intégralement circulaire, il est 8 fois, j'ai bien dit 8 fois inférieur à l'impact d'un scooter thermique à essence pensé pour une industrie linéaire où il n'y aura rien à récupérer quasiment. Et quand on compare à un autre scooter électrique, c'est 3 fois moins d'impact.
donc consommation de carburant similaire du coup, puisque là on se compare à un électrique. Et donc quand on fait des économies de ce genre, c'est très facile d'être moins cher, donc d'être plus compétitif, donc de faire moins d'efforts marketing, donc de vendre mieux. Aujourd'hui, Mobion peut se prévaloir d'avoir les prix les plus bas du marché en Europe. On est capable de louer des scooters sans premier loyer, hein, parce que on a des concurrents qui atteignent nos prix, mais ils ont un premier loyer de 2000 ou 3000 euros, donc c'est pas la même chose. Et donc nous aujourd'hui, sans premier loyer, un client pour 49,80 € et des frais de dossier de 60 € peut partir avec un scooter parfaitement conforme qui vient juste d'être immatriculé. Alors, on l'applique là au scooter. Sur quel secteur ça peut s'appliquer en dehors des scooters, cette approche-là? Ah ben moi je pense que ça peut s'appliquer à tous les biens d'équipement. En fait, tout bien d'équipement qui est composé qui est complexe en termes de fabrication, et donc qui est composé de composants qui ont des durées de vie très différentes, à partir du moment où on n'utilise pas de techniques d'assemblage comme la colle, la résine, le sertissage qui empêchent le démontage, et donc qui va empêcher la réparation, qui va empêcher le reconditionnement, qui va empêcher la remanufacturation, donc la récupération de composants qu'on peut réemployer, comme les aimants dont je parlais tout à l'heure, mais on dit la même chose sur des étriers de frein. Hein. Les étriers de frein, dedans, il y a des petits pistons qui sont isolés, étanchéifiés par des joints toriques. Il faut juste changer les joints, quoi. Mais aujourd'hui, tout est moulé, serti, c'est impossible de le faire. Et donc nous, on a fait ce travail de nos tubes de fourche. Ils ont 14 composants au lieu d'en avoir 9 ou 10 chez nos concurrents qui sont sertis. Mais quand on les refait, ça nous coûte 8,50 €, c'est-à-dire la moitié du prix d'un tube de fourche qui vient de Chine et qui est à jeter. Et nous, on ne jette rien. On recycle même l'huile de fourche avec nos partenaires Chimyrec qui nous récupèrent les huiles de fourche pour les nettoyer, qu'on puisse les réemployer. Donc, en fait, on peut imaginer un modèle circulaire qui est parfaitement écologique puisqu'il réduit les impacts. On a parlé de 8 par 8 par rapport à ce qui existe aujourd'hui et qui nous permet d'être plus compétitifs. Donc, je veux dire, c'est magique. Comme a dit un économiste qui a étudié le cas Mobion, il a dit c'est une martingale économique. C'est moins cher, c'est rentable, c'est écologique. Donc qu'est-ce qu'on attend en fait? Ça crée plus d'emplois. On peut créer des filières d'insertion et de formation. Il y a énormément de choses qui peuvent déboucher de ce modèle de pérennité programmée circulaire. Alors, vous en êtes où aujourd'hui, Mobion, en termes de taille de structure, de business? On est toujours une PMI. On est très très loin de l'ETI. Hein. On est 10 fois plus petit qu'une ETI. Mais en revanche, on commence à prendre pas mal de marchés. On a ouvert depuis le 1er février une offre aux particuliers, puisque pour des raisons de financement, on n'arrivait pas à financer les grosses commandes parce que trop petits, donc on n'arrive pas à convaincre les banquiers de nous financer des flottes de scooters. Le département de la Nièvre nous en a commandé 100. On n'a jamais réussi même à livrer les 5 premiers parce que on trouvait pas le financement pour les collectivités. Bon, il semblerait qu'on ait trouvé une solution là. C'est pas encore signé, mais on devrait y arriver. En revanche, on a réussi avec le Crédit Agricole, CACF, donc Sofinco, Auto, Moto, Loisirs, à faire financer nos scooters en crédit bail ballon, donc pour faire de la LLD. Et donc, c'est plus facile pour nous de financer des particuliers que des entreprises. Alors, ça va être un peu plus compliqué parce que c'est plus de ressources humaines, parce qu'il faut un peu plus de monde pour gérer, de déployer les scooters un par un que de les déployer 5, 10, 20, 50, 100 par 100. Mais bon, tant pis, on est obligé de se plier à ce que ce système qui est pas très disruptif, hein, système financier s'appuie sur les ABAC. S'il n'y en a pas, malheureusement, on n'arrive pas à se faire financer. On est limité, en fait, on est capé, on a un plafond de verre qu'on ne peut pas dépasser. Ok. Donc on y va doucement.
Et alors justement, quel levier tu utilises pour arriver à convaincre, pour arriver à casser ce plafond de verre? Comment tu vois les choses? Bon, on a utilisé une technique qui fonctionne bien, c'est la technique de l'exemple. C'est-à-dire qu'on a fait un truc, la plupart des gens pensent que je suis un mythomane quand je le dis, mais on a fait 240 prototypes. D'accord. On a fait 600 prototypes de batteries. Alors, comme on les a immobilisés, puisque on l'a fait au travers d'une société de location qui s'appelle maintenant Mobion Service, qui a géré ces véhicules sur 6 ans au total. Et bien, du coup, on a pu démontrer que remanufacturer un moteur, c'est possible. Remanufacturer des tubes de fourche, c'est possible. Euh, enfin, l'ensemble, le réemploi des batteries, par exemple, parce que tout le monde s'inquiète, que va-t-on faire avec toutes ces batteries? Moi, j'ai des batteries dans l'atelier qui ont été fabriquées en 2016 et qui fonctionnent toujours, c'est-à-dire 8 ans plus tard. Ouais. Mais on les a utilisées et on les a designées d'une manière extrêmement conservatrice, c'est-à-dire qu'on n'a pas poussé les accumulateurs au max, on les a pas déchargés au max, on a monitoré ces batteries pour comprendre comment elles vieillissaient. Et on leur a surtout donné une électronique qui leur permet d'avoir plusieurs vies successives. Donc en première vie, le scooter avec de la mobilité, donc des usages qui sont un peu intensifs puisqu'on est contraint par la taille de la batterie et la puissance du moteur, ça ne peut pas changer. Et puis ensuite, en seconde vie, on met ces batteries en parallèle les unes avec les autres pour stocker notamment des énergies renouvelables. Là, du coup, la batterie, elle a une seconde vie, on va dire, de club de vacances. Donc branché à une éolienne ou à un panneau photovoltaïque. Exactement. Okay. On est plus sur le solaire parce que c'est plus facile à gérer en termes de prévision. On sait que le matin, la lumière vient parce que faut savoir que le panneau solaire, c'est pas que le soleil, hein, c'est la lumière surtout, c'est l'effet photovoltaïque, donc on parle de lumière. Et donc, on va charger la batterie pendant 6 heures minimum parce que c'est les journées d'hiver, et puis ça va monter à des nombres d'heures très importants pendant l'été, même on perd un certain nombre d'heures pendant l'été. Et puis ensuite, on va décharger pareil sur des durées très longues, puisque quand on est à la maison ou au travail, on a besoin de lumière, on prépare la cuisine, on s'occupe des enfants, enfin tout ça, ça nécessite pas mal d'électricité. Et donc, on peut utiliser les batteries dans ce cadre-là pour des usages domestiques, et plutôt quand il n'y a plus de lumière, c'est-à-dire le soir ou le matin de bonne heure, pour faire ce qu'on appelle de l'autoconsommation. D'accord. Aujourd'hui, on en fait très peu, hein, on a quelques prototypes, parce que on a encore beaucoup de batteries qui sont encore sur la route et qui continuent d'être utilisées pour la mobilité. On pense que nos batteries pourront durer au minimum 12 ans, et certaines d'une chimie qu'on appelle le LFP, on pense qu'on pourra les pousser à 20 ans. Et elles sont intégralement démontables. On bosse avec une boîte qui s'appelle Bi-Énergie, qui est pas très loin de toi d'ailleurs, qui est à Avignon, okay. Qui nous permet de démonter les batteries pour récupérer le nickel, le cuivre, les cartes électroniques et les accumulateurs, séparément, sans broyer tout ça pour en faire une bouillie qui est très difficilement recyclable. Ok, alors on me dit qu'il y a plein de questions sur le live LinkedIn. Je regarde un petit peu. Alors on a un petit souci de son sur le live sur une des plateformes, mais sur LinkedIn ça marche bien. Je regarde un petit peu les questions. Alors je vais demander à ma collègue à Laetitia si elle peut me les mettre. Voilà, elles arrivent. Il y a Camille qui nous demande, y a-t-il aujourd'hui des éléments du système que vous n'arrivez pas à faire entrer dans ce modèle circulaire ? Quels sont les déchets finaux? Non, il n'y en a pas. Aujourd'hui, tout est démontable. Et donc, par exemple, toutes les parties plastiques, les polymères, sont séparés sans colle. Donc, ils sont assemblés sans colle, donc très facile à séparer. Et j'invite Camille à venir visiter l'usine. C'est hyper intéressant. On a différents flux entrants et sortants, et puis des flux circulaires, comme le nom l'indique. Et donc, on arrive à tout séparer et donc à tout revaloriser de manière optimale, grâce justement à ce design for disassembly, cette conception démontable. Olivier demandait quelle perte de capacité au bout de 8 ans?
Alors, au bout de 8 ans, la batterie aura perdu. Alors, sur les batteries de 2016 dont je parlais tout à l'heure, alors on n'a pas, c'est pas toutes les mêmes configurations parce que on a fait des batteries différentes. On a fait 600 prototypes et il y en a certaines qui ont été faites de manière plus conservatrice. On a essayé des réglages différents de SOC, DOD pour les spécialistes. Et donc, en fait, quand on réduit la capacité à l'origine, on augmente le nombre de cycles. D'accord. Donc, ça va dépendre beaucoup de la manière dont on a configuré la batterie initialement. Et en fait, ceux qui font des batteries aujourd'hui et qui les chargent à 4,2, ceux qui font des batteries comprendront de quoi je parle, ou à 3,65 si on parle de LFP, et qui déchargent au max de la datasheet, ceux-là, ils vont avoir des pertes de capacité au bout de 600, 700, 800 cycles. Ceux qui ne respectent pas ces datasheets, nous on s'est rendu compte que les datasheets des fabricants de cellules sont des datasheets d'obsolescence programmée. On peut faire D'accord. durer les cellules bien plus longtemps. Et nous, ce qu'on cherche, c'est pas avoir la meilleure autonomie possible, c'est avoir le kilowattheure restitué le plus important. C'est-à-dire ce qu'on cherche à faire, c'est à restituer le plus de kilowattheure possible dans la durée de vie de la batterie. Parce que finalement, ce qui rémunère, c'est le kilowattheure stocké, pas l'autonomie quotidienne. Ok. Ça peut se gérer. On peut avoir plusieurs batteries et faire en sorte d'obtenir l'usage dont on a besoin. Donc, on ne cherche pas à pousser l'accumulateur dans ses retranchements, parce que si on le fait chauffer. Et comme il n'y a pas de système de refroidissement sur nos batteries Ouais, amovibles, on perd. eh bien du coup, on Enfin, nuit à son intégrité chimique et ok. ça crée un effet Joule. Et cet effet Joule entraîne ce qu'on appelle l'emballement du vieillissement de l'accumulateur. Ok, donc il y a toute une réflexion sur le design dès le début du produit pour qu'on on soit dans cette démarche de désassemblage, de pérennité programmée. On a une question de Vangelis qui demande comment est-ce que tu vois évoluer la recyclabilité de tes produits dans le temps, de quelle manière tu intègres cette vocation dans ton prix de vente. Je crois que ça rejoint un petit peu ce que tu disais au début. En fait, tout est déjà intégré. Alors, il y a un point qui est quand même très important qu'on avait abordé assez longuement quand on s'est rencontrés dans la Drôme Il y a quelques mois. il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant. En fait, le point important, c'est que chez Mobion, on ne vend pas le produit, on vend l'usage. Et donc, du fait qu'on vend que l'usage, en fait, on récupère le produit en fin de contrat d'usage. Donc, on le démonte intégralement, on le revalorise en récupérant les composants qui sont toujours conformes et on va recycler ceux qu'on ne peut plus utiliser. Par exemple, les composants comme les roulements, les joints, certains carénages qui ont été cassés par l'usage, ceux-là, on les recycle. Donc, on va les broyer. Et comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose on voudrait changer à terme. On est en train de regarder d'autres types de polymères qui ont des durées de vie beaucoup plus longues. On a découvert le PC-PBT il y a quelques temps maintenant et on est en train de faire des tests pour pouvoir réemployer les composants en PC-PBT parce qu'on pourrait faire un aérogommage dessus. C'est une espèce de sablage avec une poudre organique qui est faite à partir de noyaux d'abricot, de coque de noix, qui va nous éviter donc de détruire la forme de la matière et juste d'enlever la peinture D'accord. et de repeindre derrière. Et donc, qui va nous permettre de rallonger la durée de vie. Donc, la solution pour nous, c'est ne plus amortir le produit comptablement, c'est d'amortir les composants. On a fait pour ça ce qu'on a appelé une nomenclature à pérennité programmée. C'est-à-dire on a rajouté dans notre baume une colonne. Cette colonne, c'est la durée de vie du composant. Et donc, du coup, on va choisir le composant pour lui donner la durée de vie la plus longue possible. Donc, on n'hésite pas à anodiser un aluminium, à prendre un inox plutôt qu'un acier, parce que finalement, ça n'a pas d'impact sur notre prix de revient. Même au contraire, ça va avoir un impact positif de choisir la qualité, parce qu'on va pouvoir durée de vie, avoir moins d'OPEX, donc moins de coûts d'exploitation pour récupérer le composant, parce que le nettoyage va être très simple, le retraitement il est quasiment inutile. Là, on est en train de demander à une boîte dans le Nord, à Roubaix, de nous faire nos guidons en inox.
parce que là, on récupère les guidons et on est obligé de les nettoyer, de les décaper, de les repeindre pour qu'ils soient nickel. On s'est dit, mais c'est dommage, pourquoi pas les faire en inox? Un guidon, il n'y a pas de résistance mécanique dessus, donc la fatigue mécanique, elle est quasi nulle. Donc, autant le faire carrément en inox, comme ça, on va juste les nettoyer et hop, ils sont repartis. On les mettra dans un gabarit pour vérifier qu'ils sont toujours conformes et ils repartiront. Et là, ce que Pas j'entends possible en avec le plus, piano, par exemple. c'est qu'en plus, tu fais travailler des acteurs nationaux, tu fais bosser pas mal de PME ou Ah d'entreprises oui, on est le autour seul du origine concept. France Garantie en plus, ouais. Full, Tu as complètement raison. full origine France On est à garantie. 76,49% certifié Origine France Garantie par l'AFNOR. C'est Ok, pas moi qui ai défini le 76-49, hein, c'est c'est la norme, l'auditeur de hein. l'AFNOR qui s'est déplacé dans les usines qui travaillent avec nous, les trois principales, pour vérifier que c'était bien fait en France. Et Et nous, on c'est veut, hein, c'est notre intérêt que ça soit fait en France, que du coup, on maîtrise chaîne. l'électronique, on maîtrise le faisceau, par exemple. Bah, faire faire un faisceau à d'autres, c'est prendre des risques énormes, hein. Ils font des économies qui coûtent cher. Nous, on a fait notre faisceau nous-mêmes. Ok. On a fait notre contrôleur, notre BMS, toutes les parties électroniques, la conversion de puissance et la gestion des accumulateurs, c'est fait par un électronicien qui est un des actionnaires de Mobion. Justement, il y a beaucoup de discours qui disent que c'est compliqué de produire en France, on a du mal à trouver des sous-traitants ou des partenaires. Est-ce que tu partages cet avis? Est-ce que tu as eu ces difficultés-là? Oui, oui. Voilà, quelle piste tu as trouvé ou quelle solution tu as trouvé peut-être pour aller chercher sur des composants, là tu en as cité quelques-uns qui ne sont pas forcément disponibles facilement en France. Comment tu résous ce problème? Voilà, bon, les accumulateurs, on les achète au Japon, en Corée et en Chine, hein, on n'a pas le choix, hein. Donc, pour l'instant, il n'y a pas tellement d'autres solutions. Ça va venir, hein. Notre gouvernement est en train d'investir massivement dans des gigafactories. Alors, j'espère que ça va marcher parce que c'est quand même pas très simple, hein. Ouais. Northvolt n'a toujours pas réussi à mettre au point ses accumulateurs et ils ont commencé il y a longtemps. Donc, j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, euh, faire des composants euh, en utilisant des techniques d'assemblage que nos équipementiers qualifiaient d'hier, c'est-à-dire des techniques d'assemblage avec trop de composants, c'est-à-dire des vis, des joints, pas de colle, pas de résine, pas de sertissage, ça c'est qualifié d'hier. Pour moi, c'est eux qui sont d'hier, parce que s'ils n'ont pas compris qu'on a un problème de ressources, on a un problème d'énergie fossile pour extraire les minerais, bah, il faut qu'ils regardent un peu, parce que là, les rapports sont concordants, hein. Il n'y a plus tellement Il n'y a plus de de doute. sujets, hein. Ouais. Donc, si un pays comme la France, qui produit pas de minerais, a pas compris que c'était intéressant de récupérer les composants plutôt que de les mettre dans une benne pour les broyer, les renvoyer à l'autre bout du monde, ben, moi, je sais pas quoi leur dire aux gens, hein. Au bout d'un Désespérant. moment, alors malheureusement, les équipementiers, ils sont encore dans l'ancien système. Et donc, nous, Mobion, on s'est fait refuser de travailler avec certains équipementiers. Alors, je ne donnerai pas de nom parce que je ne vais pas vous faire d'histoire, mais il y a des gens qui nous ont refusé. Pas assez de volume, ça marchera jamais votre truc, euh, mais ça va coûter trop cher, etc. Et aujourd'hui, en fait, on démontre que non seulement ça coûte pas plus cher, ça coûte moins cher. Parce que plus ça s'amortit longtemps, et moins la dotation annuelle aux amortissements est importante, et du coup, moins mon loyer est important. Hmm. Et c'est comme ça qu'on arrive à être le loyer le moins cher d'Europe. Je dis bien, hein, on est en gros 30% moins cher que les moins chers. Alors, on a une question de Denis, justement, qui rejoint un peu ce que tu viens de dire. Bon, pour résumer, ce qu'il dit, c'est que tu es arrivé au modèle B2C un petit peu par contrainte. Comment Ouais. tu vois les évolutions autour du B2B au niveau du financement? Bah, je pense que dès qu'on va avoir, grâce au B2C, on fera moins de marge, hein, parce qu'évidemment, moins de gros volumes. Mais par contre, on va démontrer que le modèle fonctionne. Là, du coup, on va réussir à lever des fonds. Et là, on pourra avoir suffisamment de BFR pour faire des quantités et financer les commandes de nos clients plus volumineux. J'espère pouvoir servir la Nièvre un jour. Là, je pense que je vais réussir à leur livrer au moins les 5 premiers, ce qui était normalement prévu l'année dernière. C'était pour les éclusiers. D'accord. Et on les a déçus, hein, parce qu'ils étaient hyper contents de pouvoir fournir des véhicules écologiques à leurs éclusiers pour d'aller d'écluse en écluse dans la Nièvre pour servir les canaux, mais ça n'a pas été possible. Et donc,
Quand on aura démontré qu'effectivement ça fonctionne et que c'est bon, et que tout le monde aura ouvert les yeux, bon, là je pense qu'avec les moyens, on pourra déployer. On a déjà prévu 4 usines en Europe. Je pense que le projet de Mobion, c'est d'avoir 700 000 véhicules vendus à l'usage en Europe. Et puis ensuite, au niveau mondial, on pense qu'on pourrait avoir plus de 10 millions de véhicules vendus à l'usage. On est déjà en contact avec le Brésil, avec la Malaisie, avec l'Indonésie, avec la Thaïlande. Enfin, il y a beaucoup de pays où on utilise beaucoup les 2 roues qui nous ont contactés. Il y a même des Malaisiens et des Brésiliens qui sont venus visiter l'usine. Et on est en train de concevoir des modules industriels qui sont dans des containers qu'on peut mettre dans une friche industrielle pour pouvoir fabriquer une usine en quelques semaines, puisque en fait on connaît très bien nos process, nos gammes industrielles et donc déployer très rapidement dans un autre territoire. Mais il nous faut des moyens. Merci. J'ai une deuxième question de Denis qui me paraît intéressante. Est-il possible d'avoir un mode de vente avec option de rachat garantie pour contourner la problématique de BFR? Oui, on l'a déjà fait, elle existe. Et on l'a faite c'est amusant, Denis, ce qu'on a dû faire. Il s'avère qu'il y a une religion qui est représentée de manière assez massive en France, qui est l'islam, qui interdit les intérêts. Ouais. Et donc, on a quelques clients de restauration livrée qui refusent donc des financements LLD parce qu'il y a des intérêts. Et donc, on leur a fait un contrat spécialement pour eux, mais qu'on utilise maintenant pour d'autres, parce qu'on a quelques clients qui ont besoin de faire des IMO, donc ils ont besoin d'immobiliser leur véhicule pour des raisons de budget. Et donc, on a un contrat de vente avec reprise où donc la valeur résiduelle est calculée en fonction du nombre de kilomètres. Nos véhicules sont tous connectés, donc on est capable de faire ça. Et donc, on fait aujourd'hui des contrats de 2 ans, 3 ans ou 4 ans avec une reprise. On ne va pas au-delà de 4 ans et on ne va pas au-delà de 40 000 kilomètres. Mais oui, c'est possible. Alors moi j'ai une question qui est un peu plus personnelle à toi. C'est tu as une énergie qui est folle. Moi, mon sentiment vu de l'extérieur, c'est que tu es quand même en train d'affronter Goliath, quoi. Ça n'a pas l'air un combat. Ouais, on peut parler de combat parce que tu dois quand même lutter contre des idées préconçues sur le sujet, te battre contre une industrie qui est quand même qui n'a pas encore pris le pli des changements qu'elle devrait impulser. À titre personnel, toi, mon sentiment, c'est que tu fais pas ça pour devenir milliardaire. Hein, tu veux pas devenir Elon Musk. Qu'est-ce qui t'anime? Comment tu trouves cette énergie-là? Et c'est quoi ton objectif, toi, d'entrepreneur là? Ouais, il y a une citation que je dis très, très régulièrement et qui me vient de mon grand-père paternel, qui s'appelait Pierre Bruyère, c'est le papa de mon papa, et il disait: le présent est un cadeau. Et il rajoutait, d'ailleurs, les 2 mots sont synonymes. Je crois qu'on a déjà eu cette conversation. Et donc, juste faire en sorte que mon présent soit le plus riche et le plus passionnant possible. Déjà, ça, c'est mon cadeau. Okay. Donc, voilà, c'est tout. Ça a du sens, ça me plaît. Ça a du sens, tu cherches du sens dans la mission d'entrepreneur que tu t'es confié et en plus tu y arrives, quoi. On voit que ça fonctionne, en tout cas ça démarre bien. Ouais, alors il y a des hauts et des bas, c'est pas facile, c'est pas un long fleuve tranquille comme on dit. Parfois il y a même des mauvaises surprises, des gens qui te donnaient l'impression qu'ils étaient embarqués avec toi sur le bateau et en fait ils n'ont pas du tout les mêmes, ils sont pas animés par les mêmes envies, peuvent être vénales ou malhonnêtes, ça arrive, hein, j'en ai croisé, mais dans l'ensemble quand même. Les équipes qui sont chez Mobion sont là pour la pérennité programmée et dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. On va dire la grande majorité. Et sinon, j'arriverai pas à tenir hein, parce que tout seul, c'est pas possible. Tout seul, c'est compliqué. Ouais. Donc, l'objectif, vendre 700 000 ou 700 000 véhicules dans le monde? 700 000 véhicules en Europe d'ici 2035. Ouais. Et là, à court terme, tes prochaines étapes, c'est quoi les next steps pour Mobion? Alors, cette année, il faut qu'on sorte de l'usine plus de 1000 scooters. On a fait les 1000 premiers, le 1000e est sorti il y a quelques semaines. Donc cette année, il va falloir qu'on fasse autant qu'on en a fait depuis le début. Mais on a carrément la capacité. Aujourd'hui en stock, on a de quoi faire
350 scooters. Il faut qu'on passe des commandes là. Donc, on est en train de lever des fonds et puis il y a certains de nos clients qui sont en train de payer. Donc, ça va nous permettre de passer des commandes. Mais on est vraiment en flux tendu hein, sur la partie trésor. C'est vraiment pas simple tous les jours. Et puis, si on arrive à financer correctement, plus vite que prévu, on serait capable d'en sortir 4000. En fait, on a une ligne de production. On a racheté un site industriel en 2022 qu'on a transformé partiellement. Il est très grand, hein, il fait 24 000 m² de locaux sur un terrain qui est de 4,5 hectares. Donc, on a vraiment la place. Mais aujourd'hui, on n'a qu'une petite chaîne de montage. Et cette petite chaîne de montage, elle a 4 postes. On pourrait la pousser, elle est suffisamment longue pour qu'on en fasse 7. Donc, on pourrait raccourcir le temps de production. On pourrait facilement produire 4000 scooters. En grossissant les équipes, on pourrait monter au double, 8000. Et puis, on a la place d'en faire une autre. Et de faire les modules dont je parlais. France 2030 nous a refusé un projet de produire en France les véhicules de demain. On a halluciné parce que c'était tellement dans le scope, moins d'impact. Et tu sais pourquoi, sans indiscrétion? Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas eu d'explication. Non. Donc, Okay. pour l'instant, on recandidate. Hein, c'est ça, hein, c'est la détermination. Ça aussi, c'est une phrase de mon grand-père. Ouais. L'échec prend sa source dans le renoncement. Ouais. Donc, on renonce pas, on n'échoue pas. C'est facile. L'essentiel, c'est de garder l'énergie parce que ça peut être usant. Christian, merci beaucoup pour ta présence. On a eu pas mal de questions, mais j'ai essayé de les réunir. Chers auditeurs, à très bientôt pour le prochain live. Et encore merci, Christian. Merci à toi, Karim. Merci à tous. À bientôt.